Salut, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui se passe pour les réfugiés, que ce soit en Serbie ou dans les pays frontaliers? Oui, donc je suis arrivée en janvier à Belgrade, après être 3 semaines à Thessaloniki. Et quand je suis arrivée en janvier à Belgrade, il y avait, enfin, il neigeait, donc c'est des températures négatives. Mhm. Euh, donc je savais pas trop quoi j'allais trouver ici. Donc je suis arrivée au centre de Belgrade. Et derrière la station de bus, il y en a deux entrepôts complètement abandonnés, donc dans des conditions complètement dégoûtantes. Avec la première information que j'ai reçue, c'était 1200 réfugiés là-bas. Donc quand je suis arrivée, je suis sortie de la voiture. Donc déjà, la première impression, c'est un peu choquante. Et j'aime bien que tout le monde le sache. Parce que donc il neigeait, moi j'étais couverte de plein de couvertures, de manteaux, parce que j'avais vraiment peur de me réfrier. Et il y avait deux petits gars, 14-15 ans, qui se baignaient, avec genre un pot comme ça d'eau et des petites bouteilles. Ils étaient en torche nu, enfin plein de neige, donc pour voir un petit peu l'image qu'il y a sur plein de neige. Deux petits gars avec, enfin pas du tout de vêtements, qui se douchaient. Euh, Après, je suis rentrée dans les entrepôts, c'était 1h de l'après-midi. Donc, ils servaient le repas. J'ai su après que c'est le seul repas qu'ils ont par jour. Donc, il y avait genre circa 1000 personnes qui attendaient pour un repas. Ils n'avaient pas de chaussures, presque pas de chaussures. Ils étaient couverts des mantes, de manteaux, comment on dit, des couvertures. Des couvertures. Des couvertures. Et bon, ça m'a fait un peu penser au camp de concentration ou un truc comme ça, parce que c'était vraiment genre tout le monde avec des visages complètement sales qui attendaient le repas. Bon, après on est entré dans les entrepôts et bon, enfin, c'était tout complètement noir. On n'arrivait pas à voir les personnes qui étaient dedans parce qu'ils étaient en train de brûler pour se chauffer. Ils brûlaient du bois complètement toxique qui était avant utilisé pour les. Je sais pas. Le chemin de fer. Hmm. Pour le chemin de fer. Ouais, pour le chemin de fer. Voilà, donc en fait, ils étaient complètement toxiques. Donc il y avait de la fumée partout. Il y avait des personnes qui toussaient de partout. Et bon, on était quand même un peu choqués la première fois qu'on est entré. On s'est aperçu que la première chose à faire, c'était leur donner du bois propre pour qu'ils arrivent à chauffer, mais avec des conditions un peu mieux. Ils faisaient des feux ouverts, ils brûlaient des vêtements, des bois, des plastiques, des couvertures, enfin tout ce qu'ils pouvaient, ils brûlaient, parce que le plus important c'était de se chauffer. Tout ce qui se trouvait, quoi. Ouais. Donc, bon, la première semaine, on s'est bien occupé à trouver des comment on dit, des dealers de bois ici dans Des vendeurs de bois. Ouais, des vendeurs de bois. Donc, on a trouvé et on a commencé à leur donner de 2 en 2 jours 2 camions pleins de bois. Donc là, ils étaient bien contents. Après, du coup, nous, on est arrivé avec un groupe qui s'appelle Soul Welders. On était 5 personnes au début. Mais quand on est arrivé, il y avait personne. Il n'y avait pas de bénévoles qui les aidaient. Il n'y avait pas d'organisation. On a su aussi qu'il n'y avait pas trop d'organisation parce que c'est difficile en tant qu'organisation officielle de trouver une autorisation pour pouvoir aider les personnes là-bas. Parce que je sais qu'il y avait des organisations serbes, par exemple Infopark, qui essayaient d'aider les réfugiés. Et que du coup, ils ont reçu une lettre ouverte, je crois qu'en novembre, du gouvernement en disant qu'ils n'avaient pas le droit d'aider les réfugiés. Donc du coup, ils sont tout un peu mis... Enfin, ils sont tout un peu... Ça manque les mots. Ils se sont cachés, voilà, du gouvernement parce qu'en fait, ils étaient un peu en public pour que les réfugiés savent où ils sont. Donc ils sont tout un peu cachés dans des petits... bureau. Et bon, ce que j'ai su après, c'est que les médias aussi, ils ont fait plein de mauvais rapports à ça. Donc le gouvernement, 1 ou 2 mois après,
il a envoyé à nouveau une carte disant que en fait ils les avaient pas prohibés de travailler, ils avaient juste fait une petite suggestion qu'ils n'aident pas les réfugiés. Donc ils ont quand même repris ce qu'ils ont dit, et ils ont dit non, non, en fait on veut bien que vous aidez, mais pas en public. Donc bon, bref, il n'y avait pas d'organisation du tout quand on est arrivé, seul Hot Food Indomie qui s'occupait de leur donner un repas par jour. Donc après 1 ou 2 semaines qu'on était là, il y a aussi un groupe d'Espagnols qui a commencé une cuisine pour le dîner. Donc maintenant, en ce moment, il y a Hot Food Indomie qui donne des repas et No Name Kitchen qui donne des dîners pour 500 personnes. Donc pas pour tout le monde. Après, on s'est commencé à occuper de faire des lumières, d'installer des lumières, de essayer de nettoyer un peu tous les entrepôts, ce qui est vraiment difficile parce que c'est vraiment c'est la catastrophe en tant que dégâts de déchets et tout, il y en a partout. Et puis c'est immense. C'est immense, voilà. Et bon voilà, là en ce moment la situation elle est un peu mieux parce que les températures elles sont un peu améliorées, donc c'était ce qui faisait le plus choquant de l'endroit, mais de toute façon il n'y a pas encore des organisations qui s'en occupent. Les personnes là-bas, c'est majoritairement des petits enfants, pas des petits enfants mais des jeunes, c'est genre entre 13 et 25 ans la majorité. Ils sont tout seuls, ils sont complètement perdus parce que en fait la situation politique ici en Serbie c'est qu'ils arrivent tous désespérés d'entrer en Europe, mais ils arrivent ici et ils se confrontent avec des situations déprimables, complètement déprimantes, parce qu'ils essayent de traverser l'Europe et ils sont bloqués ici en Hongrie, parce que tous les États, tous les pays ici à côté ont fermé ses frontières. Donc du coup les enfants ils arrivent tout seuls, ils sont battus dans le chemin, mais vachement. Donc ils arrivent avec plein de traumas psychologiques, avec pas d'argent, avec pas de vêtements, rien du tout. On essaie de leur donner le maximum d'aide possible. Mais je crois que le problème ici, c'est aussi un peu un problème politique. Donc ils essayent à chaque fois de faire le jeu. Le jeu, c'est ce qu'ils appellent passer la frontière, illégalement, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas d'autre option. Et bon, 1 mois après que j'étais ici, j'ai commencé à les connaître, j'ai commencé à savoir un peu ces histoires. Et j'ai compris qu'il y a un gros problème qui se passe dans les frontières. Donc, chaque fois qu'ils essaient de passer les frontières, ils sont torturés par la police. Torturés d'une manière vraiment, vraiment condamnable. Parce que, en fait, ils font des tortures aux enfants, comme par exemple leur jeter de l'eau froide. Ça, c'est surtout en Hongrie et Bulgarie. Ils leur lancent de l'eau froide dans leur corps et après ils leur donnent des chocs électriques. Ils leur font marcher pendant 5 heures dans la neige, ils leur font se coucher dans le sol pour marcher avec ses pieds au-dessus de lui, ils leur cassent tous les os qu'ils ont, ils lâchent les chiens sur eux, donc les chiens les attaquent violemment. Ils sont mis aussi dans des voitures, ils sont bloqués dans les voitures et battus par 5 ou 6 polices, un par un. Donc un par un, ils rentrent dans la voiture et la police les frappe brutalement. Ils se défoulent dessus, ouais. Et bon, donc pour moi, ça c'est un des problèmes les plus importants en ce moment, c'est que les politiques internationales ne s'occupent pas d'eux. Donc en fait, ils sont complètement abandonnés à leur destin et ils n'ont pas la mentalité pour survivre à ça. Et donc il y a des violations des droits humains complètement sérieuses dans les frontières de l'Europe. Et bon, ici, ce qu'on a besoin à Belgrade en ce moment, c'est de l'aide des personnes qui viennent ici et qui peuvent peut-être leur donner, par exemple, plus de choses à manger, des vêtements, qui rapportent des vêtements, des donations pour que nous, on puisse travailler un peu plus et leur trouver des endroits, par exemple, où se doucher, parce que ces personnes, elles sont complètement sales, mais c'est pas parce qu'elles veulent. Elles n'ont pas de manière
Et elle se préoccupe avec ça. Parce qu'on les voit toujours, même si s'il neige, même s'ils font des températures négatives, ils se douchent de toute façon, comme je l'ai dit, avec des conditions pas possibles. Donc, ouais, là en ce moment, comme la situation des frontières, elle est très stricte. Il y en a plein qui reviennent ici maintenant à Belgrade. Donc j'ai dit au début que quand je suis arrivée, il y avait 1200 personnes. Là, les nombres, ils augmentent tous les jours. Parce que les personnes, elles ont peur de passer les frontières. Donc elles restent ici à Belgrade pour se... Enfin, pas pour relaxer, mais genre pour essayer de se calmer un peu avant de essayer... Faire retomber la pression. Ouais, faire retomber la pression avant qu'ils essaient à nouveau. Ou simplement ils attendent. Parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas beaucoup d'espoir maintenant, en ce moment. Parce que... Ils voient pas un bon futur. Et bon, voilà. Je sais pas trop quoi dire, mais la situation elle est horrible ici. Et en Hongrie, t'as eu des témoignages de réfugiés qui ont subi d'autres choses que, comme tu disais tout à l'heure, espèce de torture psychologique et physique. Ouais, des tortures psychologiques, ils en ont vachement quand ils essaient de passer la frontière. Moi, en tout cas, ça fait un mois que je parle avec eux et que j'entends tous les jours qu'ils vont passer la frontière. J'ai pas eu un seul cas de succès. Donc ils reviennent tous à Belgrade et chaque fois avec moins d'espoir d'arriver un jour à passer la frontière. C'est des tortures psychologiques et des tortures physiques parce que, en fait, quand ils passent la frontière, ils sont aussi complètement abusés psychologiquement parce qu'ils leur appellent de chiens et d'animaux. Ils leur frappent vachement et après à la fin, ils les humilient aussi. Par exemple, ils sont tous en groupe, ils leur frappent complètement et ils se foutent leur gueule en fait. Parce qu'ils disent qu'ils ont faim. Ce qu'ils font, par exemple, ils sont en train de manger un chewing-gum et ils leur mettent le chewing-gum dans les cheveux. Ils sont en train de manger une banane et ils mettent la banane dans les cheveux, ils se moquent d'eux, ils filment leur visage, ils prennent des photos en rigolant en même temps. S'ils saignent de partout, il y en a plein. J'ai fait des interviews à des enfants de 11 ans qui ont fait ça avec un groupe d'autres 20 personnes, mais en fait ils sont ici tout seuls. Il n'y a pas de familière, il n'y a rien. Et j'ai même entendu un, et ça m'a choqué un peu, que ils me racontent, en fait, tous les personnes qui me racontent les interviews, c'est ce que je trouve un peu impressionnant sur ces personnes, c'est que ils ne nous racontent pas ça en tant que victimes, ils ne nous racontent pas ça dans un ton déprimant. Ils nous racontent ça quand même un peu détaché, ce qui montre qu'ils sont forts, vachement forts dans ce qu'ils font. Un peu en tant qu'observateur. Ouais, un peu, c'est pas, oui, enfin, ils ne montrent pas la rage, et ça c'est un truc que... Moi, j'imagine 1200 Européens fermés dans une situation comme celle-là, et je le verrai complètement perdre le contrôle et être en rage, protester, commencer à casser pleurer et tout. Et ceux-là, je leur demande beaucoup de fois qu'est-ce qu'ils sentent par rapport à la police. Et il n'y en a aucun qui m'a dit je veux aussi les faire la même chose, je veux les battre. J'ai même entendu un qui m'a dit j'ai pas du tout de problème avec la police, c'est la façon qu'ils ont de traiter les réfugiés, mais ma seule façon c'est de passer la Hongrie, donc moi je vais continuer à faire ma façon et la police elle va continuer à faire la façon. J'ai pas aucun problème avec eux. Et après, ce qu'il m'a raconté, les histoires de... Parce qu'en en fait, quand ils arrivent à la frontière, la première chose que les policiers font, et ça c'est à chaque fois, avec aucune exception, enlever tous les vêtements. Donc maintenant ça va parce qu'il y a le soleil, mais ces histoires que j'ai entendues c'était en janvier avec moins 10 degrés. Donc je sais pas trop comment ils ont arrivé à survivre en fait, parce que moi j'entends les histoires, pour moi c'est... Je sais pas comment ils sont arrivés. En fait, ils font tout pour qu'ils rebroussent chemin et qu'ils perdent tout espoir de passer les frontières. Ouais, voilà, ce qu'ils essaient de faire est de leur mettre peur pour qu'ils n'arrivent pas à nouveau. Ils disent toujours ne reviens pas, ne reviens pas. Et ce qu'ils essaient de faire, c'est leur foutre un peu de peur pour qu'ils essaient pas, mais ils vont essayer à chaque fois parce que c'est leur seule option, ils ne veulent pas rester enfermés en Serbie. Parce que Serbie, enfin, c'est pas un pays pour eux parce que Serbie, elle peut pas aider les réfugiés, elle n'a pas de moyen d'aider les réfugiés.
Et en plus, elle a plein de pression de la police de l'Hongrie et de la Croatie et tout le monde qui leur fait des pressions sur la Serbie pour qu'ils arrêtent les réfugiés d'essayer de passer les frontières. Mais enfin, la Serbie, c'est aussi un pays qui a eu une guerre il n'y a pas longtemps du tout, donc ils savent ce que c'est être réfugié. Donc ils sont quand même acceptables avec les réfugiés. Ils nous disent, ils n'aident pas, mais ils essayent pas aussi de les arrêter. Et ce que tu nous disais tout à l'heure aussi, c'est que il y a aussi un sentiment d'injustice de la part des Serbes, dans le sens où eux aussi, à un moment donné, avaient besoin d'aide et que la communauté internationale ne les a pas aidés. Ouais, voilà. Moi, j'ai déjà entendu plein de commentaires de la part des Serbes. Comment on dit Serbes. Des Serbes qui, bon, ils aiment bien ce qu'on fait avec les réfugiés, mais ils ont toujours un petit sentiment de... À nous, ils nous ont pas aidés. Donc, ouais, parce que eux aussi, ils ont aidé des réfugiés, mais il n'y a personne qui les a aidés comme nous, on essaie d'aider maintenant les réfugiés ici. Donc, ouais, bon, ils aiment bien, ils comprennent bien la situation, mais d'un côté, ils sont aussi un peu à l'égard de... Ils aiment pas trop la situation. Enfin, c'est pas qu'ils aiment pas, mais ils se sentent un peu injustifiés parce qu'ils reçoivent plus d'aide que les services ont reçu. Ils sont partagés entre le fait qu'ils veulent bien qu'on ait des humains, mais que quand eux, ils ont besoin d'aide, il n'y a pas eu grand monde pour eux, quoi. Et d'un coup aussi, enfin, ils s'essayent, la Serbie, maintenant, en ce moment, elle s'essaye aussi maintenant de s'élever un petit peu, parce que il y a quelques années, c'était complètement détruit. Donc, du coup, il y en a aussi plein qui disent, bon, nous, on est déjà un pays pauvre, on lutte déjà aussi pour nos conditions, donc on n'a pas de moyen d'aider des autres réfugiés. C'est pas à nous de les aider. Donc, du coup, ils sont juste dans une position un peu différente à toute la situation. Donc, ils veulent pas se mêler de l'affaire. Voilà. Mais ils nous laissent tous les policiers ici au baraque, ils sont toujours là-bas.